Comment faire une grosse quantité de pâte zinc en très peu de temps? Voilà, ça va être une petite vidéo que je trouve courte mais bien sympa pour partager une astuce de zingueur qui m'a changé la vie personnellement. Quand je me suis mis à faire ça, ça m'a apporté pas mal de confort dans mon travail parce que ça m'a toujours un petit peu agacé de façonner ces chutes de zinc sur chantier avec les bandes. Bon, en soi, c'est pas la mer à boire, mais ce sont des petites méthodes qui font qu'on peut vraiment rendre le travail agréable. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement partager une méthode de production des pâtes zinc qui permet d'avoir des petites pâtes zinc qui sont bien pratiques et faciles à utiliser sur chantier, mais sans y passer la vie non plus, parce que on a toujours besoin d'être rentable. On ne peut pas s'échapper du phénomène de rentabilité et on a besoin d'aller vite, et bien sinon on ne gagne pas notre vie, quoi. Et pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, sachez que je me suis lancé un défi de réaliser 52 vidéos en 52 semaines sur le métier. Donc si vous aimez apprendre des astuces sur le métier chaque semaine, je vous invite à vous abonner, car tous les mercredis soirs à 17 h, il y a une nouvelle vidéo. Donc alors, pour faire simple, la plupart du temps, la méthode la plus courante, c'est de tout simplement récupérer ces bandes, donc c'est des chutes de feuilles tout simplement lorsqu'on débite, de les rouler et de les garder de côté. Après ces chutes, qu'est-ce qu'on en fait? On les découpe, donc ça demande la dérouler, la découper et de faire la pince. Bon, bref, ça se fait, mais on peut mieux faire. Dans mon cas, je me suis préparé une boîte. Donc ça, c'est des pâtes qui me restent du chantier. Des pâtes comme ça, pré-percées et avec un petit biais ici, de manière à ce que mon coin ici soit facile à enquiller. Voilà, la pince est fermée au maximum, mais du fait qu'il y ait cette petite arête là, ça me permet de la glisser facilement. Donc je vais montrer comment réaliser une série de pâtes comme ça de manière rapide et efficace. La première base à connaître quand on fait des pâtes, c'est la notion de laminage. Le laminage du zinc, alors ça peut paraître basique, mais moi j'ai mis un bon moment avant de le découvrir, hein. Je pratiquais le métier depuis quelques temps avant de savoir ça. Mais là ici, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais on voit des fils qui s'apparentent un petit peu au fil du bois. Cette zone-là, dans le sens du fil, on va avoir une meilleure résistance mécanique que à contresens du fil. Ça s'apparente un petit peu comme le bois. C'est vraiment pareil. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut faire des cintrages, c'est plus facile de cintrer dans le sens du laminage que à contresens. Donc quand il y a des pièces comme des membrons, c'est intéressant de le prendre en compte. Et aussi, lorsqu'on fait des agrafures sur de la couverture à tasseau. Faire une agrafure qui va être frappée l'hiver à contre-fil, c'est une agrafure qui risque très fortement de casser. Dans le cas du zinc, voilà, je vais faire une petite démonstration. Je vais couper une petite bande. Voilà. Mon fil, mon laminage, il est dans ce sens-là. Si je prends la pince plate et que je viens le solliciter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il a fallu que je fasse quand même 8 torsions avant que le zinc vienne à rompre, en fait. Maintenant, si je fais la même chose à contre-fil, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Au bout de 4 torsions, le métal il finit par rompre. Donc, pour la notion de résistance mécanique, on va préférer avoir notre pâte qui soit pliée dans le sens du laminage pour avoir une meilleure résistance mécanique. Alors entre nous, ça c'est une notion de base. Je pense qu'il est essentiel de la savoir quand on est zingueur, quand on travaille le métal. Moi, très honnêtement, pour ce qui est juste des pâtes zinc, quand j'ai une chute qui n'est pas forcément dans le sens du laminage, je vais quand même faire mes pâtes dans le sens contraire du laminage. Sauf si vraiment on est en hiver, la pâte, une fois qu'elle est posée, elle ne va plus bouger, elle ne va plus être sollicitée, quoi. Voilà. Mais bon, pour les puristes, ceux qui ont envie de faire les choses vraiment à fond dans la règle de l'art, qui sont, on va dire, vraiment très méticuleux, très soigneux, vous pouvez vous amuser à le faire dans le sens du laminage si vous voulez respecter les règles de l'art à la lettre, tout simplement. Maintenant, pour la pratique, on va avoir besoin de cette pince à perforer. Alors, elle n'est pas obligatoire, hein. Elle m'a coûté un petit peu cher. Je trouve que 120 balles pour un outil, ça fait quand même un petit investissement. Mais bon, depuis que je l'ai, je m'en passe plus.
Et en fait, ça sert tout simplement voilà, à faire comme une pince ardoise, mais pour le zinc. Et ça permet de perforer. Voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est pas forcément obligatoire. Vous aurez vos pattes sans les trous et il suffira de les percer avec vos pointes ou vos vis. Et après, pour le reste, eh ben, une cisaille pélican, une tracette et une plieuse. Ensuite, là, j'ai ma chute de zinc. Donc, ça marche aussi avec des chutes de tôle laquée ou d'aluminium. La tôle laquée peut être intéressante parce qu'elle présente plus de résistance mécanique que le zinc. Donc, ça peut être un bon matériau pour faire des pattes. Et là, tout simplement, je vais tracer un trait de tracette à 6,5 dans un premier temps. Ensuite, cette bande, je vais venir la bloquer dans ma plieuse. Et là, je vais venir bloquer juste avant le trait. Parce que le trait, en fait, on va devoir le dépasser. Là, voilà, c'est bloqué dedans. Et comme ça, je suis à l'aise pour travailler. Ma pièce, elle est comme prise dans un étau. Et je peux faire mes découpes tranquilles. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un autre trait, cette fois-ci à 4 cm. Donc là, c'est l'emplacement de mes trous. Donc, 4 cm. Et je viens me servir donc de ma pince. Donc la pince à perforer, et je viens donc régler la butée qui est ici à 4 cm pour perforer, et je vais faire une série de trous sur toute la longueur. Une chose qui peut être intéressante aussi lorsqu'on fait les trous sur des grandes bandes, parce que des fois je le fais sur des bandes de 2 mètres, c'est de passer, clac, un petit coup de WD-40. Tout simplement pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec la pince bloquée et que ça coulisse quoi. Voilà, comme ça elle revient bien. Ensuite, une fois que j'ai fait mes trous, ce que je vais faire, c'est des encoches. Mais alors, au lieu de les faire droites, c'est possible de les faire droites, mais en fait, comme je l'avais montré tout à l'heure, là, par astuce pour créer cette petite encoche, pour que ce soit plus facile de glisser la patte dans la pince, je vais faire des encoches en fait en biais. Donc je vais venir les faire, clac, comme ça, et je vais venir dépasser mon trait. Je vais le mordre de 5 mm à 1 cm à chaque fois. Donc tac. Et tous les 2 trous. Et là, on voit que la pélican, elle est quand même bien pratique parce qu'avec sa grande mâchoire, il suffit de l'ouvrir bien en grand. Clac, de mettre un coup de mâchoire, un autre coup de mâchoire, et à chaque coup de mâchoire, en fait, on crée une patte. Ou du moins, on en découpe une. Je vais également supprimer cette petite zone-là qui est en surplus ici. Voilà. Et ensuite, maintenant que toutes les découpes sont faites, je vais tout simplement plier ma pince. Donc voilà, du fait que ce soit découpé, ça fait qu'on n'aura pas de zone écrasée après par la cisaille. Faire clac. Voilà. Et ensuite, je vais écraser sans ménager la pince parce qu'on a l'intérêt d'avoir cette petite patte-là. Et ensuite, je vais bloquer ma pince sur mon tablier. Voilà, pour avoir mes 3 cm, 1,5 plus 1,5. Et là, je vais faire une rechasse. Voilà. Et là, déjà, ça nous donne une bande de pâtes prédécoupées. Et ensuite, une fois que ces pâtes sont coupées, il me reste tout simplement plus qu'à suivre le trait que j'ai déjà tracé préalablement avec ma tracette. Et là, ensuite, à chaque découpe, ça me prépare les pâtes. Et elles sont presque prêtes à être mises dans la boîte. Et pour finir, par souci de perfectionnisme, on va dire, je casse les petites arêtes sur les côtés pour pas se couper les doigts quand on met les pâtes. Donc là, là. À noter que si vous avez des gamins, ça peut être aussi une occasion de les occuper le samedi s'ils ne savent pas trop quoi faire pendant que vous bossez. Donc voilà, et pour finir, on va tout simplement faire une petite mise en situation pour montrer comment je mets mes pâtes. Donc bon, rien de spécial. Donc idéalement, je vais utiliser soit de la pointe en acier galvanisé, soit, donc là, c'est pas le cas, mais des vis comme celle-ci, de 4,40 mais en acier inoxydable. Vous avez aussi la vis placo qui marche bien
Donc bon, ça reste de l'acier, donc idéalement, quand on veut faire un travail parfait, c'est pas l'idéal parce qu'elles rouillent, mais elles ont quand même l'avantage de bien tenir sur l'aimant de la visseuse, et ce qui fait que quand on travaille avec un élément, on peut avoir notre vis dessus et facilement voilà, visser notre élément avec l'aimant. Voilà. Alors que là, on a besoin de nos deux mains pour mettre la vis. Et donc voilà, et ensuite, eh ben, tout simplement, donc, je glisse d'abord mon côté là. Voilà, ça permet de glisser la pâte facilement. Ensuite, je mets donc mes deux vis. Alors, pourquoi deux vis et pas une vis? Et bien tout simplement, voilà, si j'en mets qu'une ici. Voilà. Ce qui risque de se passer, c'est que lorsque mon zinc subit un effort de dilatation, donc lorsqu'il se déplace, la pâte, elle risque de se tourner dans l'élément et en fait de venir bloquer la dilatation. Donc c'est pour cette raison qu'on va mettre deux vis pour éviter que la pâte ne pivote et ne vienne contraindre la dilatation à terme. Voilà. Et donc après, pour finir, ce que je fais, lorsque j'ai des terrasses Tasso ou terrasses d'égout, là on pourrait imaginer que c'est une bande d'égout, pour éviter d'avoir des marquages sur mon zinc à cause des vis, en fait je viens me servir de ce pli là et je viens rabattre en fait la matière sur la pâte et je viens l'étaler, voilà, pour éviter d'avoir, si la pointe ou la vis ressort, pour éviter qu'elle vienne perforer ma bande de zinc qui va venir sur le dessus. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette astuce vous a plu et que ça vous a donné envie de faire la même chose pour essayer sur vos chantiers avoir un meilleur confort de travail. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai un petit guide gratuit avec la liste des références de tous les outils que j'utilise dans Zingri, parce que voilà, il y a des références qui sont un peu spécifiques et les références ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc si vous souhaitez vous équiper comme je le suis, vous aurez une liste que vous pourrez transmettre à votre fournisseur ou éventuellement essayer de retrouver via internet les outils que je possède ainsi que leur prix. Et également en supplément, j'ai une liste de gabarits que vous pourrez imprimer et reproduire chez vous, qui vous facilitera la vie, voilà, pour faire des découpes de naissance, de talons et de retour d'angle sur la gouttière de Mirande. Voilà, il s'agit tout simplement de gabarits de ce format-là que vous pourrez reproduire sur des chutes pour étoffer votre équipement de zingueur. Le tout sera en commentaire épinglé ou dans la description. Peut-être pas à l'heure où je publie cette vidéo parce que je suis un peu à la bourre au niveau de la rédaction, mais pour ceux qui verront la vidéo quelques jours, quelques semaines plus tard, ce sera disponible. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et à bientôt.